Bonjour, je présente ici la première partie d'une étude consacrée à la patrimonialisation du sport et en particulier du tennis. Ceci fait suite à un colloque organisé à Bordeaux en 2018, colloque international organisé par la Société française d'histoire du sport et son équivalent européen. Donc moi je me suis particulièrement intéressé à Roland-Garros, aussi bien au stade qu'au tournoi en lui-même. En ce qui concerne le tournoi, nous sommes sur une patrimonialisation immatérielle et en ce qui concerne le stade, sur une patrimonialisation matérielle. Roland-Garros fait partie de l'histoire, je ne peux pas l'imaginer ailleurs. Et oui, ça fait partie de l'histoire, Roland-Garros se visite. Et le French Open a pourtant failli déménager pour se jouer ailleurs en 2016, entre Gonesse, Marne-la-Vallée ou à 2 pas du château de Versailles. La fédération choisit à une large majorité de rester sur le site historique. Alors, notre problématique est la suivante. Comment le stade est devenu indissociable du tournoi et est rentré dans le patrimoine architectural français? Le tournoi sacralise-t-il donc le lieu, c'est-à-dire le stade Roland-Garros? Et comment alors s'établit la patrimonialisation immatérielle de l'événement? Je récupère les informations au niveau du Tenniseum de Roland-Garros et bien sûr sur Gallica, énorme site pour tout ce qui est photographie, livres, iconographie en général. Patrimonialisation. Donc de quoi parle-t-on? Pour Yvan Gastaut, le patrimoine peut se concevoir comme un héritage, le fruit d'un savoir partagé, comme une manière de référer à un passé commun. Le Littré le définit comme un bien transmis par ceux qui nous ont précédés. L'intérêt pour le patrimoine sportif est récent. Longtemps, il a été ignoré. L'État préfère valoriser les choses du passé, qui marquent son autorité, à l'instar des châteaux ou des édifices publics du pouvoir. Comme le dit Chazot, le patrimoine sportif ne constitue pas la fabrication du patrimoine nation. Pourtant, en 2003, l'UNESCO établit une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et intègre dans ce cadre le patrimoine sportif. Roland-Garros est le type d'événement et de lieu, comme le dit Christian Bromberger, qui fait partie d'un patrimoine culturel commun. Le sport a bien une part culturelle et mémorielle. Le patrimoine est devenu un vecteur d'affirmation de valeurs ou d'attestation identitaire, comme le dit Poulon en 2006, notamment le patrimoine sportif. Il permet d'affirmer les identités locales, nationales, dit Charbonneau, Trujon, le football à Saint-Étienne ou Lens, le tennis avec ses supporters de Coupe Davis. Avec Roland-Garros, nous avons deux types de patrimoine qui ne font qu'un. Le patrimoine immatériel, c'est-à-dire le tournoi en lui-même, et le patrimoine matériel, c'est-à-dire les structures du stade qui accueillent le tournoi. Dans le sens commun, on dit à tort je regarde Roland-Garros, alors qu'on devrait dire je regarde les internationaux de France. Le tournoi s'inscrit dans le temps depuis des générations de joueurs et de spectateurs. Les familles d'amateurs aiment dire j'y allais avec mes parents, j'ai vu tel match dans les tribunes en bois. Il est intergénérationnel. Le patrimoine se définit comme un ensemble d'éléments symboliques et matériels qui font qu'une communauté humaine s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est Lamotte qui le dit en 2016. Et le tournoi se patrimonialise, il relie les générations. Il est ce qui nous relie, comme le cite Mikou en 2005. Il relie également son enfance à l'âge adulte. L'identité est aussi à penser dans le rapport de soi à travers le temps. Alors aperçu sur l'arrivée du tennis en France. Entre 1860 et 1870, le tennis apparaît en Angleterre, diverses formes de terrain et de jeux se côtoient. Nous passons rapidement d'un court en forme de sablier à un rectangle, d'un jeu à un sport. Le premier tournoi de Wimbledon se déroule en 1877 et le terrain obtient sa forme définitive en 1883. Les règles sont alors quasiment inchangées jusqu'à aujourd'hui. Très vite, cette activité arrive
en France entre 1870 et 1880. Ce sont les joueurs anglais, aristocrates et bourgeois, qui l'apportent sur les côtes françaises dans les hôtels luxueux de Dieppe, Étretat, Dinard, Biarritz, Cannes, Nice et Menton. L'un des premiers clubs français, le Havre Athletic Club, fondé sous l'influence d'étudiants d'Oxford et de Cambridge, propose diverses activités, dont le lawn tennis, qui ne se développera bien que quelques années plus tard. En septembre 1878, à Dinard, un tournoi se dispute entre les meilleurs joueurs anglais et français. Le club est d'ailleurs créé la même année par un groupe d'anglais, avec un premier club à Dinard en 1878 ou à Dieppe en 1880. C'est l'époque du tennis balnéaire, comme le montre d'ailleurs Jean-Michel Peter dans différents ouvrages 2003 et 2009. Le tennis se développe également grâce à des industriels en séjour dans les plus grandes villes françaises, comme Lyon et Bordeaux. Et les premiers clubs sont tout d'abord intégrés au sein des clubs omnisports athlétiques, comme je le montre sur cette carte de Renaud et Roland en 1995. Donc, une économie commence à se développer autour du tennis. Vous avez 5 livres écrits par Jean-Pierre Chevalier, un passionné de tennis, qui portent justement sur l'histoire du tennis, soit à travers les affiches, à travers les costumes, et donc particulièrement aussi sur le tennis breton, et notamment avec la création du club de Dinard. Voilà. Alors, évidemment, beaucoup de cartes postales aussi collectionnées notamment par Jean-Michel Peter. Tennis de plage, à la belle époque. Alors, en 1889, la commission de Lawn Tennis, qui est une émanation de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'USFSA, est créée pour organiser les concours et réglementer ce nouveau sport. Affiliation de nouveaux clubs, édition de règlements, parution des publicités, résultats de tournois, élaboration de classements, etc. En 1891 est créé donc le premier championnat de France messieurs, également un championnat de France scolaire. En 1896, le tennis apparaît aux Jeux olympiques. La Coupe Davis apparaît en 1900, elle est disputée entre les USA et les îles britanniques. Certains des premiers tournois, comme le tournoi international de Leeds d'ailleurs, sont administrés sous le contrôle de la fédération anglaise qui régit certaines épreuves jusqu'en 1910. En 1913, sous l'impulsion notamment du français Vallet, est créée la Fédération internationale de lawn tennis dont le siège est à Paris. Les premiers championnats de France seront organisés en 1891 par l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Et ça jusqu'en 1920. Donc les premiers championnats sont d'abord des championnats interclubs et scolaires. Ils ont lieu à Lille de Puteaux, sur le cercle athlétique de Lille de Puteaux, l'un des premiers clubs de tennis parisien avec le Decimal Club. Beaucoup de clubs parisiens sont d'ailleurs créés par des Anglais. Les premiers championnats de France messieurs auront lieu, outre Cercle Lille de Puteaux, à Jean-Bouin et au Racing Club de France. J'ai mis ici jusqu'en 1912 les premiers champions de France. Donc les premiers championnats sur l'île de Puteaux, donc une île au départ consacrée pas forcément au tennis, mais à d'autres sports de plein air, qui s'accommodera du tennis au fur et à mesure des années. Donc vous voyez là, j'ai sur cette carte postale montré les personnes qui sont habillées évidemment avec les costumes de l'époque, et des costumes de personnes relativement aisées. Ce sont des personnes aisées qui jouent à cette époque au tennis. À Jean-Bouin, c'est le Tennis Club de Paris qui est fondé en 1895. Là, nous avons le Racing Club de France à la Croix-Catalane qui est d'abord doté de cours en herbe et plus tard, dû à la difficulté de l'entretien, ces cours seront en terre battue. Ils en ont refait il y a quelques années, comme je montre ici sur cette photo
aérienne. Et d'ailleurs, ils ont demandé au club de Vinox-la-Grande des conseils de construction. C'est un club qui, dès le départ, est doté d'un restaurant et peu après d'une piscine. C'est l'un des clubs les plus titrés de France. De nombreux champions ont joué ici. Vous avez les Jeux Olympiques de 1900 qui se sont déroulés sur l'île de Puteaux, alors nommée île de Rothschild, parce que c'était le club justement de Coubertin. Les championnats de France vont donc se dérouler successivement dans ces trois clubs prestigieux parisiens. En parallèle, en 1912, Duane Williams, fabricant américain de raquettes, propose à l'USFSA de créer des championnats internationaux sur terre battue, ce qui contrebalancerait l'épreuve de Wimbledon. Le Stade français fit un projet qui fut accepté à la condition qu'il accueille l'épreuve pour 5 années. L'épreuve prit le nom de Championnat du monde et se déroule là, à la Faisanderie, en 1912, 1913, 1914, 1920, 1921, 1923. En 1922, il se déroule à Bruxelles et d'ailleurs les Français gagnent tout. Voici le stade français à la Faisanderie, stade construit sur un ancien château. Donc tous ces clubs se ressemblent, des clubs prestigieux. Ils sont construits à peu près à la même époque, dans les années 1890. Ils ont tous évidemment un restaurant, comme on voit en construction derrière. Et ce sont également des clubs multisports où on peut pratiquer plusieurs activités comme la course à pied, comme le hockey sur gazon, etc. Pour ces championnats du monde, un terrain est créé et surtout des tribunes de plus en plus gigantesques pour accueillir de plus en plus de monde. En 1924, cette épreuve s'arrête pour laisser place à celle des Jeux Olympiques qui se déroulera sur le stade de Colombes, également pourvu, comme vous pouvez le voir, de restaurants et de capacités d'accueil pour des gens d'un certain standing. Nous avons donc deux grands changements. En 1923, les derniers championnats du monde sur terre battue, et en 1924, les derniers championnats de France sur terre battue au Racing Club de France. La Fédération française de lawn tennis, créée en 1920, décide d'ouvrir ce championnat de France aux étrangers. Et donc, ce tournoi devient en 1925 le championnat de France amateur international de tennis, nommé plus tard les internationaux de France. Il se disputera sur le Stade français et au Racing Club de France. Une influence spectaculaire, comme on peut le voir ici sur les photos. Autre grand changement dans les années 20, en 1927, les Mousquetaires gagnent la Coupe Davis aux États-Unis. Brugnon, Cochet, Lacoste, Borotra et avec Suzanne Lenglen, donc les nouveaux héros du sport français. Et donc, selon la règle du Challenge Round, la France va recevoir directement en finale ses adversaires. Il faut un stade, car le Stade français ou le Racing Club de France sont trop petits. Le Cercle athlétique des sports généraux fondé par la Société Générale avait un bail depuis 1908 avec la ville de Paris sur l'ancien stade Jean Bouin au niveau des Serres de Paris. Il partage ses cours avec la London Country Bank et la Barclays Bank. La ville de Paris les convie de partir et la CASG construit alors l'actuel stade Jean Bouin à côté du Parc des Princes. Le Stade français avec Émile Le Sueur et le Racing avec Pierre Gilou propose une entente. Le conseil municipal de la ville de Paris décide d'établir une concession pour 20 ans sur le site. Il y a un loyer de 20 000 francs et une redevance à verser sur les recettes. Il faut donc ce stade et ces personnes engagent leurs biens personnels et Émile Le Sueur souhaite
que le nom du stade porte le nom d'un ancien stadiste, Roland Garros, son ancien camarade aussi à HEC, son ancien partenaire de tennis. Évidemment, une question se pose, quel événement est à l'origine du tournoi? Deux hypothèses, soit c'est la suite du championnat de France, soit c'est la suite du championnat du monde sur terre battue. Alors évidemment, il y a des éléments de réponse. Dans le journal Le Figaro, du 24 mai 1925, on peut lire, c'est des QGIS qui le dit, les championnats internationaux de France qui remplacent les championnats du monde sur terre battue se joueront. Il n'y a pas de certitude sur l'origine du tournoi actuel, certes. Les championnats de France de 1891 sont pour la FFT l'origine officielle du tournoi. Mais pourquoi ne pas inclure les championnats du monde créés en 1912 comme des QGIS le dit dans cet article? Alors évidemment, il va y avoir un centenaire en 1991 qui est fêté avec des cérémonies, un livre, timbre, etc. Donc produit par la FFT. Hein, c'est une véritable cérémonie de centenaire, ce qui montre que pour la fédération, c'est 1891. Alors évidemment, ça donne une histoire au tournoi. Ça donne une origine lointaine qui montre également la grandeur de ce tournoi. Alors ces deux hypothèses se tiennent, bien entendu. Là, c'est la cérémonie, comme on peut le voir. Hein. Alors maintenant, l'autre hypothèse, c'est que les États-Unis ont aussi demandé pour intégrer la Fédération internationale que le tournoi de Wimbledon ne porte plus le nom de championnat du monde sur herbe et ne délivre plus le titre de championnat du monde de tennis. Ils ont demandé la même chose pour le championnat du monde sur terre battue. D'où, justement, le nouveau nom, internationaux de France, plus championnat du monde. Pour l'origine du stade, deux hypothèses également, soit il fallait un lieu pour accueillir la Coupe Davis, ce qui est vrai aussi, ou également l'hypothèse, championnat de France et les championnats du monde, dans les lieux qu'ils étaient, c'est-à-dire le Racing et la Faisanderie, le stade français, donc, les lieux n'étaient plus assez grands et il fallait également créer un stade. Ce qu'il faut se dire, c'est que la Coupe Davis, c'est pas certain qu'elle soit jouée tous les ans. Donc si on fait un stade uniquement pour la Coupe Davis, c'est pas suffisant. Il faut qu'il serve à autre chose. Voilà. Alors le stade Roland-Garros où il est créé, avant c'était le stade Jean-Bouin. Il y a eu un concours d'architecture organisé par le stade français pour avoir des propositions de projets de stade. C'est Louis Faure Dujaric qui va gagner le concours. Il avait construit d'ailleurs un stade à Buenos Aires. C'est lui qui construit aussi le Parc des Princes, le stade Colombe en 1924 pour accueillir les Jeux Olympiques. Il construit également de grands magasins parisiens. C'est l'architecte, on va dire, phare de l'époque. Donc la construction va commencer, elle va se dérouler très 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 rapidement pour pouvoir accueillir donc la Coupe Davis en 1928. Ça va être un stade avec des structures, avec des tribunes en bois. Ça va être évidemment après remplacé par du béton, mais il faut construire dans l'urgence. Donc on a déjà les loges, hein, bien entendu. Le stade va être sur initialement le terrain, donc Jean-Bouin, et je superpose ici des photos où on voit à l'arrière les bâtiments qui subsistaient justement derrière
le cours central il n'y a pas si longtemps. Le Tenniséum est d'ailleurs construit à cet emplacement, à l'emplacement de ces anciens bâtiments. Donc ici, hein, c'est un stade en béton avec les fameuses croix de Saint-André. Donc, le stade va accueillir évidemment la Coupe Davis 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 et on va la perdre en 1933, c'est encore le Challenge Round. Très bon livre à ce sujet, la saga des mousquetaires, la belle époque du tennis français, la plus belle époque du tennis français. Donc une seconde partie va faire suite à cette vidéo en expliquant justement comment le stade, comment le tournoi rentre dans l'histoire. Je proposerai également une bibliographie de livres de tennis, principalement ceux liés à l'histoire de ce sport et à la sociologie. Merci à tous et à bientôt.